Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux vecteurs. On va voir ce qu'est un vecteur également. Nous allons voir quelles sont les différentes propriétés des vecteurs. Donc en physique, on utilise les vecteurs pour représenter plusieurs situations physiques. Donc on peut dire en fait que ce sont des objets mathématiques qui vont nous permettre de représenter ces situations-là. On pourrait utiliser un vecteur pour représenter le déplacement d'une boîte sur un chemin donné. Voilà, donc ici on aura une boîte qui est déplacée et cette boîte-là ressent une certaine force. Il y a une force qui va permettre de déplacer notre boîte ici tout au long d'un chemin donné. Donc la force ici pourrait être une force d'une différente densité. Et la force ici va être représentée par un vecteur. Un autre exemple de représentation de vecteur, ce serait une boule qui descendrait le long d'une pente. Donc ici, le mouvement de la boule pourrait être également représenté par un vecteur. Un autre exemple de représentation de vecteur serait également la force d'attraction entre deux particules. On dirait une particule positive et une particule négative. Donc les différentes forces, la force qu'exerce la particule positive sur la particule négative, ainsi que la force qu'exerce la particule négative sur la particule positive, sont représentées par des vecteurs. Donc on a trois caractéristiques qui définissent un vecteur. Un vecteur est déterminé par d'abord sa norme, puis sa direction et enfin son sens. Donc la norme de vecteur en fait c'est la longueur de ce vecteur-là ou encore l'intensité de ce vecteur. Dans le cas d'un déplacement, la norme du vecteur représentant le déplacement serait tout simplement la longueur du déplacement. Un autre exemple, ce serait par exemple dans le cas d'une force appliquée sur un objet, la norme en fait de cette force-là, ce serait l'intensité de la force appliquée sur l'objet. La direction du vecteur est représentée par la droite sur laquelle s'effectue l'action du vecteur. Donc dans le cas d'un déplacement ici, la direction de chacune de ces boules-là, ce serait la droite selon laquelle se déplacent ces boules-là. Donc ici, notre boule bleue se déplace selon une droite verticale, qui est sa direction. La boule ici se déplace selon une droite qui est inclinée. Et cette boule-là se déplace selon une droite qui est plutôt horizontale. Maintenant, la notion de sens qu'on accorde au vecteur, c'est le sens selon lequel le vecteur se déplace. C'est-à-dire, bien sûr, ici, la boule se déplace selon une direction qui est cette droite-là. Mais elle peut aller vers le bas, ici, ou encore vers le haut. Et ici, elle peut descendre ou encore monter et là se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Donc on va définir un sens donné pour le vecteur. Et également dans le cas d'une force, le sens peut être défini par tout simplement le sens où sera appliquée la force. Donc on peut pousser cette boule-là par la gauche. Donc là on aura un vecteur qui aura un sens ici dans la direction gauche. Ou encore on peut pousser cette boule-là par la droite. Donc le vecteur force aura un sens ici qui sera dirigé vers la droite. Donc pour un vecteur, on définit ce qu'on appelle l'origine du vecteur et également l'extrémité du vecteur. Donc l'origine du vecteur, c'est tout simplement la queue du vecteur et l'extrémité, c'est la flèche du vecteur. Donc pour un déplacement, supposons qu'un objet se déplace du point A au point B et que ce vecteur-là représente le déplacement de cet objet-là. On aura ici l'origine à la source et l'extrémité à l'arrivée. Donc pour pouvoir représenter un vecteur, on voit qu'il faut avoir un système pour pouvoir décrire cette orientation-là, c'est-à-dire la direction et le sens. Bien sûr, c'est assez compliqué de pouvoir dire qu'on se déplace à gauche ou à droite, en haut ou en bas. Il faut avoir un système qui nous permet de pouvoir représenter assez bien ces vecteurs-là. Donc pour représenter les vecteurs, on va utiliser différents systèmes de coordonnées. Donc il existe une multitude de systèmes de coordonnées qui permet de représenter ces vecteurs-là. On a par exemple le système cartésien. Aussi, on a le système de coordonnées sphériques, on a le système de coordonnées cylindriques, et ainsi de suite. Dans notre cas, nous, on va s'intéresser particulièrement au système de coordonnées cartésien. Donc dans le système de coordonnées cartésien, on a différents axes. Ici, on a 2 axes ou 3 axes, ou encore un axe, dépendamment de la dimension qu'on considère. Donc dans le système de coordonnées cartésien, on a ce qu'on appelle les axes. Les axes vont définir les différentes dimensions de notre système. Donc un système peut représenter en une dimension, c'est-à-dire on décrit des objets qui se déplacent seulement selon une seule direction, dans le sens d'une droite. Donc ça peut être un vecteur ici qui va vers la droite, ou encore un autre vecteur ici qui va vers la gauche. Mais ce qui est sûr, ces vecteurs-là ne vont pas avoir d'autres directions. On peut avoir également des systèmes à 2 dimensions, c'est-à-dire des vecteurs qui ont plusieurs dimensions, mais qui restent toujours dans le plan. Donc on peut avoir des vecteurs inclinés comme ça, horizontal, vers le haut, vers le bas, mais ils sont toujours inscrits dans ce plan-là. On pourrait avoir également un système à 3 dimensions où on pourrait représenter des objets de la vie de tous les jours. Donc les vecteurs ici auraient une certaine direction en 3D, ils auraient également un sens.
Et ils auraient une certaine hauteur, une certaine profondeur, une certaine longueur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2 dimensions, notre plan cartésien a 2 axes, l'axe des x et l'axe des y. Et on va actuellement définir ce qu'on appelle les vecteurs directeurs. Les vecteurs directeurs vont nous permettre de savoir quel est le sens de déplacement usuel. Donc on aura un vecteur de directeur selon les i et également un vecteur directeur selon les j. C'est-à-dire que tous les vecteurs qui vont se déplacer dans la direction ici de ce vecteur directeur j là auront ce qu'on appelle un sens de déplacement positif, et tous les vecteurs qui vont se déplacer contre ce vecteur des j là auront un sens de déplacement négatif selon les j. De la même manière, tous les vecteurs qui vont se déplacer selon i dans la même direction que le vecteur directeur i auront un sens positif, et tous les vecteurs qui vont se déplacer dans l'autre sens selon les i auront un sens négatif. Donc on peut définir différents types de vecteurs. On aura des vecteurs qui ont seulement des composantes selon les i comme ça, et la composante en j est nulle. On aura des vecteurs également qui auront seulement des composantes selon les j, et la composante en i est nulle, et des vecteurs qui auront une composante et en i et en j. Par exemple ce vecteur-là. Donc ici, ce vecteur-là a une composante positive en i et aucune composante en j. Celui-là a une composante positive en i et en j. Une propriété des vecteurs à connaître, c'est qu'ils gardent leurs propriétés, peu importe là où ils se trouvent dans notre plan cartésien. C'est-à-dire, si je considère ce vecteur-là et que je dis que ce vecteur-là a une norme de 5 unités, et je vois ici que ce vecteur-là se déplace dans la direction des j, si je représente le même vecteur ici également, dans le cadran numéro 3, il garde toujours sa même propriété, c'est-à-dire qu'il aura toujours 5 unités. De la même façon, si je considère un vecteur ici, dans le cadran numéro 2, et que je dis que ce vecteur-là a 10 unités, et qu'il se déplace dans la direction des j, si je le représente également dans ce cadran-là, mon vecteur a toujours 10 unités, et se déplace encore dans la direction des i. Si on considère le vecteur a ici, on voit que ce vecteur-là a 2 composantes. Donc il y a une composante selon les x, et également une composante selon les j. Donc on peut décomposer ce vecteur-là selon ces 2 composantes, et on voit en fait que ce vecteur-là a une certaine hauteur ici et une certaine longueur ici. De la même façon, on peut considérer le vecteur b ici, on voit également qu'il a une composante selon les i et une composante également selon les j. Donc tout vecteur comme ça qui est incliné a une certaine composante selon les i et une certaine composante selon les j. Une autre chose qu'on peut remarquer également, c'est que ces vecteurs-là forment un certain angle par rapport à l'horizontale.